Bienvenue sur cette conférence où nous allons parler des bonnes pratiques de sécurité pour les applications serverless. Donc prenez place et commençons tout de suite. Alors aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va commencer à parler des bonnes pratiques sur les applications serverless. Alors déjà, avant même de commencer à parler de sécurité, on va définir très rapidement qu'est-ce que le serverless, qu'est-ce qu'on entend derrière, quelles sont la typologie d'applications que nous développons avec ces technologies. Alors, qu'est-ce que c'est un serverless? Oui, il y a des serveurs, je mets tout de suite fin au mythe. C'est pas parce qu'il y a serverless qu'il n'y a pas de serveur, c'est juste que vous, d'un point de vue utilisateur, vous n'aurez pas de gestion de serveur. Donc, c'est-à-dire pas d'infrastructure approvisionnée, on parlait d'élasticité ou autre, c'est pareil, vous n'aurez pas de réflexion à faire sur cette élasticité. Aujourd'hui, tout sera géré pour vous. D'un point de vue utilisateur, vous allez uniquement être consommateur de ce service. Bon, selon les différentes fonctionnalités que va proposer, on a des services qui vont vous permettre de faire de la gestion d'utilisateurs, d'autres services qui vont vous permettre d'avoir des petites unités de compute pour exécuter du code, d'autres de l'API. Donc, vous allez être uniquement consommateur de ce service sans jamais vous soucier de l'aspect sous-jacent, qui est sur quel système d'exploitation ça tourne. Est-ce que aujourd'hui mon infrastructure va pouvoir être élastique pour s'adapter au pic de charge, mais aussi si jamais vous n'avez plus du tout d'activité après 18h ou 19h, est-ce que mon infrastructure va pouvoir s'adapter à la demande et du coup ne pas surconsommer pour me faire économiser de l'argent. Donc voilà, c'est vraiment un écosystème qui va déjà vous proposer ça. En plus de tout ça, on va avoir un mode de facturation qui sera vraiment adapté à chacun des services. Là où avant on payait, alors selon les typologies de services, à l'heure, à la minute, à la seconde, parce que je vais réserver ou je vais utiliser une instance virtuelle avec du CPU et de la RAM. Ici, on va consommer un service et on va uniquement payer, en tout cas, selon les règles de ce service. Exemple, j'ai une gestion d'utilisateur, donc c'est un outil côté AWS qu'on appelle Cognito, par exemple. Ici, on va payer uniquement au nombre d'utilisateurs actifs qui va utiliser votre plateforme. La petite solution de compute que je vous parlais il y a 2 secondes, qui va vous permettre d'héberger du code source. Alors, ce code source va être hébergé sous forme de fonction. Donc, comme une fonction, il y a un début, il y a une fin. Donc, j'ai un point d'entrée, j'ai un point de sortie avec un return. Vous allez uniquement être facturé sur ce laps de temps, sur cette exécution, sur des échelles de 1 milliseconde. Donc, je vous laisse, en tout cas, vous imaginer aujourd'hui les gains qu'on peut avoir, en tout cas, en utilisant ce genre de technologie. Derrière, on va aussi gérer la haute disponibilité. Alors là, petit cours rapide sur aujourd'hui comment chez AWS on fonctionne. Ça, on a des régions. Alors les régions, c'est des zones géographiques. Au sein de ces régions, on a des zones de disponibilité et chacune de ces zones de disponibilité est composée de un ou plusieurs data centers. Il faut savoir que chaque zone de disponibilité est séparée d'un certain nombre de kilomètres, donc environ 50 kilomètres, pour garantir une certaine isolation en termes de risque sismique, risque d'inondation. On a des fournisseurs électriques différents, on a des fournisseurs d'Internet différents, des fibres dédiées, etc. L'objectif est de vous permettre, en tout cas, vous, en tant qu'utilisateur, d'utiliser ces différentes zones de disponibilité pour atteindre, en tout cas, vos différentes normes de disponibilité de vos services. Ici, vous allez être consommateur d'un service qui vous est fourni, donc comme je disais, vous n'allez pas réfléchir en termes d'infrastructure, ni en termes de positionnement, sur quelle zone de disponibilité je vais utiliser ou une autre. Ici, on va automatiquement nous gérer ça de notre côté, on va utiliser l'intégralité des zones de disponibilité d'une région pour vous fournir ce service. Aujourd'hui, serverless, c'est pas que... Alors, je parle du serverless depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a assimilé énormément tout ce qui est serverless avec la partie lambda, donc c'est-à-dire nos petites fonctions qui avaient la capacité d'être élastiques à l'infini et de lancer votre code source. Il faut comprendre que le serverless aujourd'hui, en tout cas, c'est un écosystème qu'on a côté AWS et qu'on n'a pas juste un service qui est serverless. Et aujourd'hui, et je l'espère, on a de plus en plus de services qui sont serverless. On va en trouver côté compute, que ce soit pour lancer des fonctions ou même des conteneurs. Donc pareil, là où par exemple sur des conteneurs, on va souvent réfléchir en termes de, si je prends l'exemple de K8s, comment je vais provisionner mes K8s, mes worker nodes, comment je vais mettre la scalabilité, c'est-à-dire quel est le vecteur, est-ce que c'est CPU RAM qui va me faire rajouter un nœud ou en enlever un. Voilà, c'est vous déployer des pods et derrière on va gérer en gros la scalabilité pour vous. On a aussi des data stores, c'est-à-dire, outre les bases de données qui sont serverless, qui vont avoir cette capacité de scalabilité, de s'adapter à la charge, on va aussi avoir des systèmes de stockage de données qui vont vous permettre de stocker aussi l'intégralité de vos données sans jamais vous soucier, en tout cas, des disques durs à changer derrière ou autre.
Et enfin, des services d'intégration, où là, on va retrouver des services qui vont nous aider dans les phases de développement, comme des services de queuing, de topic, des gestions de workflow, du GraphQL avec AppSync, API Gateway pour la gestion des API ou EventBridge pour tout ce qui est événementiel, gestion des flux d'événements au travers de vos applications. Aujourd'hui, il y a 3 ans, quand j'en parlais, j'étais un peu en avance de phase. C'était vraiment une nouvelle technologie qui commençait en tout cas, à bien pointer. Alors en France, on a toujours été un peu en retard sur ces briques-là parce qu'on est un peu fébrile et c'était en plus le plein boom de Kubernetes à l'époque. Donc tout le monde ne comprenait pas vraiment, en tout cas, comment ça pouvait être utilisé, s'il y avait un réel avantage à utiliser du serverless. Alors aujourd'hui, c'est réel. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui font le choix du serverless. Alors ils vont même plus loin, ils font le choix du serverless first. C'est-à-dire que leur RMS, alors à l'époque, on avait encore le AWS Summit en physique à Paris, ils avaient témoigné donc lors de la keynote où ils nous avaient annoncé justement que eux, leur démarche, c'était d'être dans une démarche serverless first. Que premièrement, quand ils allaient concevoir un projet, ils allaient réfléchir d'un point de vue serverless, quelles sont les briques serverless qu'on peut utiliser. Si on ne peut pas les utiliser, et c'est normal, c'est que tous les cas d'utilisation ne vont pas, en tout cas, avec ces briques serverless, et ben ils vont aller dans des services de moins en moins managés. Mais ils vont toujours partir, en tout cas, d'une approche des services les plus managés vers les moins managés. Quand on parle en tout cas aujourd'hui du développement d'applications, et aujourd'hui moi je vais vraiment en tout cas garder le focus sur le développement d'applications modernes, il faut bien, quand on dit moderne, il faut bien un peu de legacy, et quand on parle de legacy, généralement, on est dans l'éternel litige entre les applications monolithes et les architectures microservices. Alors qu'est-ce qu'on appelait monolithe? Déjà, c'était souvent des architectures 3 tiers, c'est-à-dire qu'on avait une couche de présentation frontale, on avait une business logique qui contenait un peu le corps de votre business et de votre métier à ce niveau-là, donc ce qu'on aime bien aujourd'hui appeler le back-end, et une couche de base de données qui allait stocker vos données. La problématique avec ces monolithes, c'est qu'au démarrage, c'était top, parce que c'était rapide, il y avait pas de... on déployait une fois, on déployait toute la business logique d'un coup, etc. C'était super bien. Par contre, quand un projet commençait à vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui commençait à accumuler les jours hommes de développement, on se retrouvait à rajouter des briques, et au final, dès qu'on touchait une fonction, on maîtrisait soit mal les impacts. Alors, je ne dis pas que derrière, il pouvait aussi y avoir des stratégies de test qui pouvaient aider là-dessus, mais de base, en fait, la complexité augmentait et donc la capacité d'innovation et de développement et de déploiement était amoindrie parce qu'on avait de plus en plus de choses à tester et à confirmer. Autre problème qu'on utilisait ces monolithes, c'est que on a commencé à vouloir ajouter des fonctionnalités qu'on essayait de pousser sur un système de base de données qui n'était pas fait pour. Exemple, sur mon application monolithe, à un moment donné, je veux rajouter des fonctionnalités de clickstream. Alors le clickstream, c'est quoi? C'est la capacité de traquer tout ce qui est interaction de l'utilisateur sur votre application web. Dès que votre utilisateur va rester sur une page, faire des clics sur un titre, sur un bouton, tous ces événements vont être traqués pour les suivre. Et l'objectif derrière, c'est de faire de l'analytique, c'est comprendre en fait le parcours de votre utilisateur et bien évidemment derrière d'améliorer le parcours de votre utilisateur pour, pourquoi pas, améliorer le catalogue produit, améliorer le parcours et la compréhension de votre IHM, etc. Il faut imaginer que quand on a 50 000 utilisateurs qui envoient des événements peut-être toutes les secondes ou même plus, si jamais l'interaction est plus rapide, ça peut faire énormément d'événements. Malheureusement, au moment où on designait notre monolithe, on choisissait un système de base de données qui était généralement relationnel, parce qu'on aimait bien ça. Alors, soit on est orienté plutôt open source avec du Postgre ou du MySQL, soit on allait vers des systèmes de base un peu plus propriétaires, type SQL Server ou Oracle. La problématique, c'est qu'en fait, ce système était mis en place, on restait sur ce système, toutes nos données métiers étaient sur ce système, sauf qu'on rajoutait des fonctionnalités, et comme là, on avait besoin d'énormément de capacités d'écriture pour au final des données qui n'étaient pas forcément dans un modèle relationnel, c'était de la donnée relativement linéaire. Et donc, on se retrouve à devoir soit tendre le coup un système et trouver des bifurques ou des raccourcis pour faire en sorte que ça marche, soit rajouter des énormes instances pour en tout cas pouvoir traiter la donnée. Si on adapte en tout cas cette architecture à des sujets serverless, on va retrouver quelques services, mais on va généralement voir ça sur Internet comme schéma. On va retrouver Amazon Cognito pour notre gestion d'utilisateurs, on va retrouver API Gateway pour la gestion de notre API, Amplify pour notre front-end, Lambda pour la couche business et DynamoDB pour la couche applicative. Aujourd'hui, bien sûr, on a eu l'avènement des microservices. Alors moi, j'aime pas forcément le terme microservice, je parle plutôt de service, mais c'est la capacité de découper votre business dans des domaines métiers. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur comment est-ce qu'aujourd'hui on doit s'y prendre pour découper notre architecture en microservices, en services, en modules,
peu importe le nom que vous voulez lui donner, mais en tout cas, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'architecture s'est complexifiée. On a une couche de présentation qui a évolué, là où on avait uniquement un navigateur web qui était en frontal, ben là, aujourd'hui, on va retrouver des smartphones, on va retrouver des tablettes, des montres connectées, et j'en passe et des meilleurs. Au niveau business logique, comme je vous disais, on va commencer en tout cas à isoler nos couches métiers au travers de services. Donc ça, c'est génial, mais du coup, ces services, ben, si on respecte un peu le dogme du microservice, c'est que ces services doivent être isolés, indépendants, etc. Qui dit ça dit que un service peut très bien être développé en lambda, un autre service peut être développé sous forme de conteneur et utiliser un autre service de conteneurisation. Ces services vont devoir communiquer et là, on va passer par de l'événementiel. Et en tout cas, par le biais d'utiliser des services, on va pourquoi pas extraire la partie clickstream et interaction utilisateur qui au final qui peut être défini comme un domaine métier un peu à part entière aujourd'hui de votre business pour être avec des API propres à lui ou même une infrastructure propre à lui pour capter les événements et surtout une base de données propre à lui. Ici, par exemple, on sera plus orienté vers une base de données NoSQL que vers une base de données relationnelle. Pareil, si demain j'ai aussi de la donnée que je veux ajouter sur, je ne sais pas, l'évolution des paniers moyens que vous avez sur un site de e-commerce d'un utilisateur. C'est-à-dire, par jour, en fait, combien un utilisateur va dépenser en moyenne sur votre site de e-commerce. Là, on va plus, pourquoi pas, aller vers du time series pour voir les graphes et pourquoi pas même faire du forecast. Et voir ainsi l'évolution de votre site, peut-être les impacts positifs ou négatifs qu'un déploiement aura pu faire. Et donc, architecture plus complexe veut dire aussi, on retrouve plus généralement, en tout cas moi ce que je vois chez les clients, c'est on retrouve ça, une architecture beaucoup plus complexe qui va toujours utiliser, si on remarque, les premières briques de service que je vous avais exposées au tout début. Alors pour information, cette application c'est un site de e-commerce qui a été développé en utilisation totale de technologie cloud native serverless. Vous pouvez le retrouver en scannant ce petit QR code. Il est sur un repository GitHub AWS. Donc, tout le code source est disponible. Donc, vous pouvez vous en inspirer pour tout ce qui est bonne pratique ou même pattern ou design si demain vous souhaitez développer votre propre site de e-commerce. N'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs sur le chat, je le répète. Normalement, alors moi, la première session, il avait bugué, donc je ne voyais pas les questions. Mais n'hésitez pas, au pire, je rafraîchirai peut-être la page pour voir si ça ne marche plus. À mon tour de me présenter maintenant, donc moi je m'appelle Steve Well, je suis Solutions Architect aujourd'hui chez AWS, je suis basé à Nantes et je suis né à Marc-en-Barœul. Ça c'était la petite dédicace que j'avais fait lors de mon témoignage au Club Nord. Comme vous l'aurez peut-être compris dans mon discours, c'est que je viens du monde du développement, alors même mon parcours est un peu compliqué, je viens de la sécurité, de l'opérationnel dans les data centers. Je me levais le soir à 3 heures du matin avec ma petite doudoune pour dormir dans les data centers. Mais après, j'ai basculé très vite dans le monde du développement et dans l'architecture microservices et dans le conseil autour des architectures microservices. Vous l'aurez compris, j'aime le serverless pour de nombreux arguments que je ne vais pas débattre aujourd'hui. Et je suis un contributeur open source, alors que ce soit historiquement sur un projet qui s'appelle Gipster, si vous connaissez déjà, ou aussi sur des projets aujourd'hui qui s'appellent AWS Lambda Power Tools, qui sont des outils pour vous aider à développer en serverless et vous permettre d'ajouter toutes les briques d'observabilité à ça. Des informations me concernant, n'hésitez pas à venir les voir. Parlons maintenant sécurité. Alors, la sécurité, avant d'attaquer dans le vif du sujet, il faut déjà bien comprendre de qu'est-ce qui est de votre responsabilité, qu'est-ce qui est de la responsabilité du fournisseur de service. Alors aujourd'hui, quand on commence à aller sur AWS, ou même je dirais, tout fournisseur de services cloud, il y a un partage de responsabilité. Alors, généralement, le fournisseur de services est en charge de la sécurité du cloud et vous êtes en charge de la sécurité dans le cloud. Donc, la sécurité du cloud, c'est quoi? Si on prend, on va dire, notre premier service de machine virtuelle, nous, on est responsable, côté AWS, des infrastructures, garantir la sécurité, l'isolation, la redondance, la connectivité, tout ce qui est réseau, tout ce qui est électricité, tout ce qui est Internet, la sécurité aussi des racks, tout simplement, le fait qu'on va détruire tous les disques durs. D'ailleurs, c'est une image qu'on peut trouver sur Internet, c'est l'état des disques durs, en fait, de tout ce qui est espace de stockage qui sort des data centers AWS. En fait, ça en fait des jolis confettis. Donc, on ne les a encore jamais utilisés dans nos soirées, mais c'est vraiment des confettis. Tout espace de stockage qui sort des data centers AWS est transformé en forme de confetti. Donc ça, c'est notre responsabilité et nous, en tout cas, on va vous garantir la sécurisation de toute cette partie. Vous, de votre côté, quand on parle de sécurité dans le cloud,
C'est que, par exemple, vous prenez une machine virtuelle, aujourd'hui, vous allez choisir un système d'exploitation, vous allez choisir des configurations réseau. Est-ce que je l'ouvre Internet? Est-ce que j'ouvre le port 22 SSH sur Internet? Est-ce que je l'ouvre uniquement à mon IP? Est-ce que je l'ouvre à l'inter entière? C'est de votre responsabilité de faire ces choix-là. C'est aussi de votre responsabilité de maintenir aujourd'hui tout ce qui est patch de sécurité sur votre système d'exploitation. On ne va pas le faire pour vous, en tout cas, si vous allez sur ce genre d'instance. La gestion de la plateforme aussi, c'est pareil. Est-ce que je veux être élastique, pas élastique? Est-ce que je veux chiffrer mes disques? Est-ce que je ne veux pas les chiffrer? Aujourd'hui, c'est de votre responsabilité. La gestion de vos données clients sont aussi de votre responsabilité, bien évidemment. Nous, côté AWS, nous ne mettrons jamais les mains dans vos données. La gestion des accès, donc qui peut accéder à ma plateforme? Je parle de l'accès SSH, outre la partie réseau, il y a aussi la gestion des clés, des public keys, private keys, pour permettre les droits d'accès. Donc ça, c'est de votre responsabilité, en tout cas de le jeu. Aujourd'hui, quand on va monter un peu dans les échelles des services AWS, c'est surtout quand on va aller dans des services de plus en plus managés. Et là, si on va prendre un peu le summum qui est la partie AWS Lambda, on va voir que nous, côté AWS, on va prendre de plus en plus de responsabilités. C'est que, comme je vous disais, c'est un service où on n'a pas de notion d'infrastructure ni de provisioning. C'est-à-dire que vous n'aurez même pas la notion d'un système d'exploitation. Alors, si vous faites des commandes au niveau de votre code source, vous pourrez récupérer des informations sur le système qui est lancé en sous-jacent. Mais de toute façon, ça a été même déjà communiqué en public avec, même d'ailleurs, je vous conseille de regarder les talks autour de Firecracker si ça vous intéresse. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça sera de notre responsabilité de gérer le système d'exploitation. Alors, pas juste au moment initial où on va créer la fonction, mais c'est de maintenir en tout cas un runtime qui aura un système d'exploitation à jour avec les différents patchs de sécurité. La partie configuration réseau, c'est qu'aujourd'hui, vous aurez beau essayer d'attaquer directement une AWS Lambda via un curl HTTP ou autre, je parle que du service lambda, pas en rajoutant des briques au-dessus, vous ne pourrez pas parce que c'est nous qui garantissons, en tout cas, les accès à ce service et la capacité, du coup, de lancer de nouvelles fonctions. AWS Lambda est un service de computing, donc vous allez déployer du code source dessus, donc pareil, votre code source, vous, à un moment donné, vous allez packager, vous allez pousser, vous allez dire à AWS, tenez, je vous donne mon nouveau code, déploie-le sur AWS Lambda. À partir de ce moment-là, nous, on est responsable de votre code source, donc on va le récupérer, le stocker de façon chiffrée et le stocker, du coup, plus tard pour pouvoir lancer votre fonction. Le trafic réseau, c'est pareil, tout ce qui est gestion de la plateforme, le service AWS Lambda, les permissions d'accès au service AWS Lambda, c'est nous qui sommes garants là-dessus. Vous, de votre côté, attention, ce n'est pas parce qu'on utilise un service 100% managé que vous n'avez rien à faire. Aujourd'hui, les données qui transitent sur ce service AWS Lambda, si demain vous choisissez d'enregistrer des données sur un autre service, par exemple Amazon S3, et que vous choisissez que derrière la donnée n'est pas chiffrée, ce sera de votre responsabilité, même si Amazon S3 est un service serverless, même si AWS Lambda est un service serverless, c'est de votre choix aujourd'hui de stocker ou non la donnée sécurisée. Et là, je vous le rappelle, aujourd'hui, chiffrer une donnée sur AWS, c'est une case à cocher. Alors, j'étais au talk juste avant de Pascal Martin, et qui d'ailleurs, je remercie, qui était vraiment super enrichissant. Aujourd'hui, on aime bien parler de case à cocher, c'est que on aime la simplicité. Alors, des fois, on ne peut pas juste vous forcer à consommer nos services qui vont vous faire gagner des coûts, comme Pascal Martin tout à l'heure a gagné 30% en cochant un case de l'intelligent tiering sur Amazon S3. Là, c'est pareil. Alors, bon, on ne va pas vous faire économiser le coût en chiffrant les données, mais aujourd'hui, on ne parle pas des centaines, voire de milliers de dollars via le chiffrement de vos données. Aujourd'hui, on parle de quelques centimes, voire quelques dollars, juste en cliquant la petite case et en garantissant donc que vos données soient chiffrées, donc non accessibles. La gestion de l'application, c'est pareil. Aujourd'hui, votre configuration, on n'a pas les mains dessus. Aujourd'hui, si vous décidez de pousser dans des variables d'environnement un login, un mot de passe, c'est votre responsabilité de l'assumer. Pareil, en termes de logging, aujourd'hui, si un développeur met un log.debug et écrit en clair le mot de passe d'un utilisateur, son username, son email et toutes ces informations confidentielles, derrière que si vous poussez ça, peu importe le système d'observabilité derrière, ça sera de votre responsabilité, alors que ce soit de le stocker ou pas, et en tout cas d'identifier que vous avez de la donnée sensible qui a pu être stockée dans la partie monitoring et logging. Parlons maintenant de principes de sécurité. Alors, quelques principes de sécurité de base. Alors, pour ceux qui viennent du monde de Linux, le chmod 777, qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour ceux même qui viennent du monde de Windows, qu'est-ce que ça signifie? Parce que vous ne connaissez pas forcément cette commande. Alors, cette commande, il faut savoir, et moi j'étais le premier adepte quand j'étais en école, à l'époque, c'est que le premier réflexe quand on développait un serveur Apache, alors je raconte plutôt ma propre histoire,
et qu'on voulait pousser des fichiers et les héberger et les mettre sur un serveur web, et ben, quand il y avait un peu des problèmes de permission denied ou de permission refusée, et ben, on utilisait la commande chmod 777 pour donner tout simplement des permissions en lecture, écriture et exécution à l'intégralité des utilisateurs du serveur. Alors, comprenez-le, après j'ai basculé dans le monde de la sécurité et j'ai vite appris à ne plus jamais utiliser ça. Vous l'aurez compris, cette commande est trop permissive. C'est que par exemple, là je parlais d'un serveur web, Apache, on mettait du PHP par exemple, et si par exemple dans mon directory home, donc dans mon répertoire personnel, je faisais ce chmod 777, et ben indirectement, en fait, une personne qui consommait mon serveur web pouvait directement dans l'URL remonter à la racine de mon répertoire avec des points slash, et possiblement, en fait, on avait donné indirectement le droit au serveur Apache de pouvoir lire, écrire des fichiers dans mon répertoire Home Directory, donc possiblement récupérer des scripts, des mots de passe, des clés SSH, enfin tout ce qu'on veut qui pourrait être jugé sensible. Vous l'aurez compris, c'est totalement interdit à faire sur Linux. Aujourd'hui, on a à peu près la même règle côté AWS, et cette règle, en fait, nous, on l'appelle le principe du moindre privilège, le least privilege. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur AWS? Eh bien, au même titre que sur un système d'exploitation, on va gérer des permissions. Alors, Windows, c'est pareil, on avait plus des cases à cocher, lecture, écriture, exécution. Sur AWS, on a un outil qui s'appelle IAM, Identity and Access Management. Et derrière IAM, de quoi c'est composé? On va créer des permissions qui vont vous donner des droits, alors à vous, humains, ou à des machines, ou à des services, de consommer d'autres services AWS, ou de la donnée, ou en tout cas de consommer quelque chose sur AWS. Parce qu'il faut partir du principe aujourd'hui, il faut comprendre que pour nous qui sommes fournisseurs de cloud, la sécurité est notre job zéro. C'est qu'on investit de façon tout simplement inimaginable sur la sécurité, parce que le jour où on apprend que peu importe le fournisseur de cloud, qu'il y a une faille de sécurité critique et de la fuite de données, on sait très bien que ça sera de la perte de confiance de nos clients, parce qu'on n'aura plus confiance dans les fournisseurs de cloud. C'est pour ça que nous, notre métier derrière, c'est vraiment la sécurité. Donc, par défaut, notre règle, nous, côté AWS, c'est que tout est bloqué. Si vous ne faites pas un hello explicite sur un service ou autre, vous n'aurez pas le droit de consommer ou de récupérer de l'information. Donc, pour gérer ces permissions, on passe par des permissions IAM, et les permissions IAM se décomposent en 3 phases. La partie effet, action et ressources. L'effet, c'est ce que j'autorise ou je refuse, donc hello ou deny. Les actions, c'est en gros un service AWS est composé d'une multitude d'actions. Alors là, on parle de service cloud public. Il faut savoir que on parle de cloud computing, c'est déjà que tous nos services sont accessibles au travers d'une API. L'intégralité de nos services sont accessibles au travers d'une API. Donc, qui dit tous les services sont accessibles au travers d'une API, toutes les actions sont accessibles au travers d'une API. Par exemple, je veux créer une table DynamoDB, donc ma base de données. On va tout simplement avoir une action qui s'appelle createTable. Je veux pousser un élément, pousser de la donnée sur une table précise de ma table DynamoDB. Là, c'est pareil, j'aurai une action qui s'appellera putItem. Ensuite, au niveau ressources, là, c'est en fait, je vais pouvoir dire, OK, tu as le droit de pousser de la donnée sur toutes les tables. Donc là, on voit que le wildcard avec la petite étoile, c'est dire que je t'autorise sur toutes les tables. Ou alors, le moindre privilège, je voudrais dire, on va t'autoriser uniquement à faire ça que sur une table précise. Et ce principe, et même tout au long de ma discussion aujourd'hui, en fait, les principes vont s'appliquer, peu importe aujourd'hui votre fournisseur de service, c'est des principes de sécurité globaux, même si au final, derrière, les terminologies peuvent un tout petit peu changer. Donc, vous l'aurez compris, la permission du haut, si je me l'assignais aujourd'hui à une fonction lambda, c'est-à-dire que je lui autoriserais de consommer l'intégralité des services de DynamoDB sur l'intégralité des ressources. Donc, une fonction qui a possiblement uniquement le droit de pousser de la donnée parce qu'elle est responsable de créer, je sais pas, un nouveau contact sur ma table de contact. Là, avec le étoile, en fait, elle aura le droit aussi de lire peut-être d'autres tables sur tout ce qui est la gestion des utilisateurs, de lire des données peut-être possiblement sur les dernières ventes que j'ai eues, parce que j'ai mis un wildcard, j'ai mis une étoile et elle est accessible à tout. En haut, on a notre chmod 777, donc vous l'aurez compris, interdit. Aujourd'hui, on va plutôt aller vers de la restriction, c'est-à-dire bien cerner en tout cas le besoin qu'on a au niveau de notre service, de qu'est-ce qu'il a le droit de consommer. Donc là, ici, l'action, par exemple, c'est uniquement la partie putItem, et sur quelles ressources aussi il a le droit de consommer. Il en va de même sur tout ce qui est base de données, tout ce qui est stockage de données, on parle souvent de data lake.
vous l'aurez compris, on ne va pas donner à un service le droit de lire l'intégralité de données de votre data lake si derrière, elle a uniquement besoin d'accéder à un fichier CSV. Donc voilà, très important ici, ce list privilège est vraiment à prendre en compte. Alors, je comprends, pour de nombreuses personnes, ça peut être très long au démarrage de comprendre les mécanismes derrière pour arriver à bien trouver l'action et trouver la ressource. Alors au début, un petit conseil comme ça. Alors, il y a des plugins, alors aujourd'hui, alors là, on est dans le monde du serverless, donc encore mieux, mais si vous utilisez par exemple du serverless framework, ou même si vous utilisez des outils d'infrastructure as code comme AWS CDK, ou alors là, pour les développeurs, ils vont être contents, c'est qu'on fait vraiment du Python, du Node.js, où on va utiliser des constructs pour construire son infrastructure, on n'est plus dans des langages JSON ou YAML. Ben, en fait, automatiquement, quand vous allez lier différents constructs, en fait, on va générer les permissions pour vous, on va les détecter et on va vous garantir, en tout cas, toutes les meilleures pratiques en termes de moindre privilège. Donc voilà, vraiment très important. Alors, les questions, je les prendrai, mais à la fin, histoire de vraiment en tout cas, vous donner toutes les informations. Maintenant, si on reprend un peu notre architecture, on va voir que quand on parle de sécurité, on va plutôt parler de sécurité à tous les niveaux. Et peu importe aujourd'hui le niveau, en fait, ils vont avoir une couche de sécurité qu'on va devoir adapter, qu'on va devoir mettre en place. Parce que c'est surtout derrière à chacune de ces couches, c'est pas parce qu'on a mis une énorme sécurité en frontal que derrière, on peut laisser tout ouvert et tout accessible. Parce que c'est pas parce qu'on a un énorme mur blindé derrière qu'en fait, on peut très bien contourner le mur et passer par derrière. Et ça, je vous parle, c'est venant du monde de la sécurité, c'est ce qu'on voyait énormément chez des clients, c'est on avait une stratégie avec des énormes firewalls en frontal. On disait non, mais vous savez, on a tous les flux qui sont maîtrisés, des fichiers Excel. On connaît exactement que le port 80 et 443 qui sont ouverts sur nos différents sites. Génial, c'était des super gros firewalls très chers. Sauf que derrière, en fait, il y avait une SQL injection sur un site. En fait, on contournait totalement cette sécurité-là parce qu'une fois qu'on était sur la machine, après, c'était open bar parce que, au final, il n'y avait plus aucun contrôle. Donc, il faut vraiment prendre en considération le fait que la sécurité s'applique à tous les niveaux. Et c'est pas parce qu'on s'appelle AWS, c'est pas parce que vous êtes sur un autre fournisseur ou autre que ça ne s'applique pas. Aujourd'hui, la sécurité doit s'appliquer vraiment sur toutes ces couches. Donc, si on reprend chacune des couches. Donc là, on a comme je disais, on a une architecture très simplifiée. La partie CloudFront ici, c'est pas la partie cache d'API Gateway, mais c'est plus la partie hébergement des données statiques. Donc, c'est-à-dire, j'ai un site web statique, en Vue.js, React ou Angular. Je l'héberge donc généralement ici sur un Amazon S3. Et derrière, je peux avoir du cache, en tout cas du cache grâce à CloudFront. Ensuite, notre application web front-end va consommer un back-end, donc au travers d'un API Gateway et d'une business logic au niveau lambda et avoir un système de base de données. Alors, si aujourd'hui on réfléchit en termes de couches de sécurité, alors quelles sont les couches que je peux mettre? La première, c'est que ce soit mon front-end ou même mon API Gateway, on peut mettre un firewall. Alors, on ne va pas parler de firewall. Alors, faut savoir qu'en réseau, il y a différentes couches. Il y a 7 couches, d'accord, qui vont aller de la partie hardware jusqu'à la partie applicative quand on fait une communication réseau vis-à-vis d'une application. Par exemple, je joins une application en HTTP. Au début, ça sera un transport purement physique et on va remonter en tout cas à rajouter de l'information qui sera contextualisée à l'application. Donc un firewall, ça s'applique à différentes couches, mais ici on va parler de firewall applicatif, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un focus particulier et accès surtout aux données qui sont en lien avec l'application. Donc on met un WAF. On rentrera en détail un peu plus tout à l'heure. Ok, j'ai sécurisé mon front-end, possiblement sécuriser aussi mon API. Maintenant, qui est-ce qui va consommer mon API? Est-ce que mon API doit être open bar, c'est-à-dire disponible et accessible à tout le monde? Ou alors, est-ce que peut-être que j'ai une partie de l'API qui est accessible à tout le monde, une autre partie qui est accessible uniquement aux utilisateurs authentifiés, une autre partie de l'API qui est uniquement accessible à un certain groupe d'utilisateurs? Par exemple, on rencontre souvent un groupe admin qui ont accès à des API un peu plus, qui donnent de plus amples permissions. Donc voilà. Aujourd'hui, Cognito est un service qui va vous permettre de gérer vos utilisateurs, donc gérer le stockage des mots de passe, gérer les groupes utilisateurs. Donc tout ça, c'est un lot d'API qui vous sont déjà pré-développés, pré-mâchés, sécurisés pour vous, où vous allez uniquement être consommateur de ça et donc pouvoir gérer tous vos utilisateurs, les mots de passe, les renouvellements, le one-time password, etc., de façon totalement transparente et immédiate. Et derrière, bien évidemment, on va pouvoir lier les deux
pour dire à API Gateway, ben tiens, tel groupe d'utilisateurs a le droit à ça, tel groupe d'utilisateurs a le droit à ça, et possiblement, j'ai même un groupe non authentifié, au final, tout le monde a le droit de consommer telle et telle API. Maintenant, au niveau lambda, je parlais derrière des permissions. Lambda, donc, c'est des petites unités de compute qui vont vous permettre d'héberger et de lancer votre code source. Derrière, c'est qu'il va y avoir des rôles un jeu de permissions. Deux jeux de permissions. C'est d'abord définir des permissions à qui a le droit de m'invoquer. Comme je disais, lambda, c'est pas un service où on va faire un curl HTTP et pouvoir invoquer facilement. Il faut que j'ai la permission d'invoquer ce service-là. Donc là, ici, dans notre schéma, c'est donner la permission à API Gateway de dire, OK, j'autorise API Gateway à invoquer ma lambda que j'ai ciblée. Ensuite, lambda, c'est du code source. Derrière ce code source, on va pouvoir consommer d'autres services AWS. Pourquoi pas? Tout à l'heure, je parlais d'Amazon S3. On peut consommer Amazon S3 pour déposer, récupérer des fichiers ou faire tous les traitements jeu. Le cas le plus souvent, c'est on va pouvoir consommer par exemple une base de données DynamoDB pour pousser des items, pour faire une query, récupérer des items. Donc là, c'est pareil. Par défaut, c'est pas parce qu'on a un service AWS qu'on a des droits, qu'on a des autorisations pour consommer l'intégralité des services AWS. Je vais, moi, en tant que DevOps, développeur, ou aujourd'hui, peu importe la terminologie qu'on met dedans, en tout cas, je vais devoir donner des permissions à Lambda pour qu'elle puisse avoir un rôle pour consommer et des permissions de consommer des services AWS. Sans ça, je ne pourrais rien faire. Et enfin, la partie base de données. Alors, base de données, il y a différents aussi niveaux. C'est comment est-ce que j'accède à mon service. Alors, DynamoDB, ici, c'est vraiment un service qui est 100% serverless. Donc, on va passer par de l'HTTP, par de l'API côté AWS. Donc, c'est nous qui sécurisons les accès à ça. Côté base de données un peu plus old school relationnel, on est plutôt sur des moteurs Postgre, MySQL, etc. Donc là, on n'est plus sur la gestion d'utilisateurs. Donc là, c'est aussi de votre responsabilité de gérer ces utilisateurs. Mais derrière, en tout cas, c'est aussi de votre responsabilité de cocher la petite case qui va vous permettre de dire, OK, ma base de données, que ce soit DynamoDB, RDS, donc tous les moteurs de base de données managés, qui soient SQL Server, Oracle, MySQL, MariaDB, PostgreSQL et j'en passe, ça sera à vous de décider si oui ou non vous allez chiffrer vos données hébergées dessus. Pareil pour Amazon S3. Autre petit principe de sécurité. Et là, on sort totalement du monde de l'infrastructure, parce que pour le moment, on était encore très infrastructure. C'est le clean code. Et là, c'est pareil. Je ne vais pas forcément rentrer dans le débat, mais je pense qu'il y a énormément d'ouvrages sur tout ce qui est la génération craftsmanship, qui vous apprend, outre à bien développer votre projet avec des tests, mais aussi aujourd'hui à bien paramétrer, à bien configurer votre projet, votre application, pour ne pas faire des failles de sécurité directement dans votre code. Autre principe, on va dire plus globaux, c'est que qui peuvent sembler assez simplistes quand c'est dit comme ça, mais voilà. Exemple, vos fonctions lambda ont besoin d'une permission. Alors, il faut savoir que quand on veut gérer des permissions, que ce soit sur AWS Lambda ou sur nos machines virtuelles, on va leur assigner un rôle. Ici, on ne va pas parler d'Access Key Secret Key. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Access Key Secret Key, c'est nos petits username password qu'on a côté AWS. C'est les petits noms qu'on donne pour ça, qui sont en gros des identifiants qui vont vous permettre d'avoir un rôle derrière, de consommer des services AWS. Donc là, ça marche comme ça, sauf qu'en fait, il faut savoir que Lambda, en fait, de base, va permettre la récupération de ces informations. C'est que, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais quand vous lancez une instance virtuelle, si vous faites un curl sur le 169.254.169.254, vous allez pouvoir récupérer énormément de métadata liés à votre instance. Et parmi ces métadata, en fait, il y a un couple d'access key, secret key qui est généré, qui est rafraîchi en permanence, et donc qui va vous permettre en tout cas d'assumer le rôle que vous lui avez donné. Pour Lambda, c'est pareil. En fait, cette partie permission sera aussi gérée. Vous aurez juste à assigner le bon rôle avec les bonnes permissions. Et derrière, quand vous allez consommer les services AWS, alors généralement, on consomme les services AWS au travers du SDK AWS. Le SDK AWS, c'est très bien identifié que vous êtes sur un service AWS, que ce soit sur EC2 ou même en autre service, que ce soit sur la partie conteneur avec EKS ou sur la partie ECS, qui est notre autre orchestrateur Docker, ou que ce soit sur une machine virtuelle. Le SDK sait très bien identifier ça et c'est du coup interroger les métadatas pour récupérer les credentials et les rafraîchir en permanence. Donc de façon totalement transparente pour vous, votre rôle c'est juste d'assumer,
d'assigner le bon rôle avec les bonnes permissions, mais derrière, le SDK fera tout seul pour rafraîchir les credentials, etc. Donc, pas de stockage d'identifiants dans la fonction ou dans votre code source. Il en va de même quand on se connecte à un système de base de données relationnelle. Aujourd'hui, n'utilisez pas, ou déjà, ne poussez pas un login mot de passe directement dans votre code source, parce que c'est une mauvaise pratique, surtout quand on commence à parler de base de données de production, et encore plus aujourd'hui avec les RGPD, vous devez maîtriser qui a accès à vos données. Si aujourd'hui tous les développeurs peuvent voir dans le code source les accès login, mot de passe de votre base de données de production, c'est sûr que ça pourra complexifier un peu l'affaire. D'autres pratiques que j'ai souvent vues, c'est, bon, je vais pousser ces valeurs-là, login, mot de passe, directement dans des variables d'environnement. Alors que ce soit dans des variables d'environnement pour surcharger une config ou autre, mais en tout cas, je les passe en clair dans une variable d'environnement. C'est pareil, attention, ce n'est pas sécurisé. Ce n'est pas parce que vous êtes sur AWS qu'il n'y a pas de failles dans votre code, des failles dans des dépendances, qui vont permettre tout simplement au pirate d'exécuter un petit bout de code qui va lui permettre de récupérer les variables d'environnement et donc les credentials. Donc attention, aujourd'hui, on propose des services. Alors, peu importe les services, il y en a qui aiment utiliser des services type Vault. Nous, aujourd'hui, côté AWS, on propose un service qui s'appelle Secrets Manager, qui est un gestionnaire de secrets qui va vous permettre de stocker login, mot de passe, et surtout de créer de l'interaction derrière. L'exemple, c'est que quand vous créez une base de données avec un login admin, mot de passe admin, derrière, vous pouvez l'écrire au niveau du Secret Manager, lier ce Secret Manager avec votre base de données, et lier ce Secret Manager avec la lambda. Demain, si tous les mois, bonne pratique aussi de sécurité, c'est ou tous les 6 mois, renouveler ces logins mot de passe, vous pouvez très bien avoir une petite lambda, une petite fonction qui va juste s'exécuter tous les 6 mois, récupérer le Secrets Manager, donc les logins mot de passe actuels, faire la mise à jour de ces Secrets Manager et pousser cette mise à jour sur la partie base de données et sur la partie la partie lambda, si vous avez bien développé, pour être mise à jour automatiquement. Et derrière, en fait, je ne vous parle pas de 10 000 lignes de code pour faire du renouvellement de login mot de passe, mais c'est juste des fonctions qu'on peut trouver même en open source aujourd'hui, qui vont vous permettre d'atteindre, en tout cas, ce dynamisme au niveau de sécurité et d'éviter d'avoir des clés login mot de passe qui ont plus de 3 ans, qui traînent un peu par-ci par-là, qui n'ont jamais été renouvelés. Autre principe, et là on revient un peu dans le principe du Craftman, c'est restons simples. Aujourd'hui, il faut comprendre que plus vous ajoutez de complexité dans votre code, plus vous aurez de mal, en tout cas, à gérer les différentes imbrications et la compréhension de celui-ci. Qui dit que la compréhension est difficile à comprendre, que le code est difficile à comprendre, dit aussi que ça peut ramener beaucoup de bugs et beaucoup de failles de sécurité possibles. C'est que qui vous garantit que vous gérez bien les permissions pour tel utilisateur ou tel groupe d'utilisateurs d'effectuer la bonne action sur son domaine fonctionnel. Donc, restez simple et gardez en tête que chacune des fonctions doit rester la plus petite possible. Autre principe aussi, c'est qu'il faut arriver à regrouper les fonctions par typologie d'accès. Alors ça, j'ai souvent vu aussi chez des clients, c'est alors des patterns de... Alors, moi aujourd'hui, vu que je ne veux pas de call start, alors le call start, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que par défaut, une fonction est froide, on va réchauffer nous-mêmes, côté AWS, la fonction pour lui permettre en tout cas d'exécuter la fonction elle-même. Et donc, ce temps-là, en tout cas de réchauffement, c'est-à-dire téléchargement du code, création de la micro-VM et bootstrap du code, donc tout ce qui est autour de la fonction, prend un certain temps. Ce call start peut être assez embêtant s'il n'est pas bien pensé et s'il n'est pas pris en compte au niveau du développeur. Des fois, il peut attendre 1 seconde, 2 secondes, et quand on a un client qui, le premier, en tout cas, qui se connecte le matin, qui se prend le call start, il se prend un retour d'API qui prend plus de 2 secondes, l'expérience peut être plus ou moins altérée. Donc, derrière, beaucoup de mes clients se sont dit, on va mettre une seule fonction, et en fait, on va tout packager le code dans cette fonction. Toujours pareil, j'ai mon API gateway frontal, donc au lieu d'avoir une API bien définie, je vais mettre un slash étoile, en gros, un proxy, c'est-à-dire que toutes les requêtes après le slash vont aller uniquement sur une seule destination qui sera ma fonction. Au niveau de ma fonction, c'est là où je vais faire du routage. Alors aujourd'hui, il y a énormément de frameworks qui permettent de le faire, du routage vers, au final, la bonne fonctionnalité qui va me permettre de traiter la demande. La problématique derrière, c'est que cette fonction-là va au final avoir les droits possiblement de lecture et de création dans la table cliente, de lecture et de création dans la table de commande, de pousser des messages dans une queue. Nous, aujourd'hui, on pousse le modèle de single responsabilité, de la responsabilité unique. C'est-à-dire que j'aurai une fonction, si j'ai une méthode CRUD, donc le getAll, get, create, update, delete,
Et ben, je vais créer 5 fonctions, une pour chacune de ces méthodes. Comme ça, ben, chacune de ces fonctions aura un peu son pattern et on va dire sa phase d'accès. Donc, forcément, je pourrais avoir moins de code à embarquer derrière, mais surtout, j'aurai en termes de responsabilité, de sécurité, des sécurités vraiment distinctes, c'est-à-dire que la méthode qui va être en charge du poste, elle qui a pour but de créer, par exemple, une donnée dans la table cliente et une donnée dans la table de commande, va uniquement avoir le droit de pousser des données dans la table cliente et des données dans la table commande. Elle n'aura jamais le droit de lecture, donc peu importe la faille de sécurité, possiblement parce que j'ai embarqué une dépendance un peu exotique, la personne aura uniquement la capacité de créer de la donnée sans jamais rien faire. Le get, pareil, aura uniquement un get sur la table de commande et rien d'autre. Elle n'aura jamais le droit d'accéder à la table de données cliente. Et ainsi de suite. Autre principe de sécurité, c'est la gestion du runtime. Alors, j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui, AWS Lambda vient avec un certain lot de runtime managé par AWS. C'est-à-dire que quand vous allez créer une fonction Lambda, vous allez choisir entre, alors je vais peut-être en louper un ou deux, mais Node.js, .NET, Python, PowerShell, Ruby, Java et Go. Il me semble que c'est tout. Peut-être que j'en ai oublié un. Donc, ils viennent avec des runtime managés. Qui dit manager, c'est-à-dire que nous, côté AWS, on vous garantit que les petites mises à jour qu'il y a sur ces runtime, on les gère pour vous, c'est totalement transparent. Si demain, vous créez une lambda, peut-être que la prochaine lambda, elle aura déjà le patch de sécurité qui viendra juste d'être déployé et propagé. Totalement transparent pour vous. Vous avez par contre aussi la capacité de créer votre propre runtime. C'est que des clients qui veulent possiblement être sur des plus vieilles versions. Exemple, on a eu le cas quand des clients Node.js 8 a été deprecated. Donc, nous qui dit deprecated, c'est-à-dire non supporté niveau sécurité. Donc, on a encouragé nos clients à migrer vers une version plus récente qui est la version Node.js 10. Bien sûr, prévenu au moins, je ne sais pas combien de temps en avance pour accompagner le client à faire la migration, à bouger, en tout cas tester que sa fonction marche aussi bien sur Node.js 10 que sur Node.js 8. Mais pour certains d'entre eux, ont eu la capacité de garder Node.js 8 parce qu'ils ont construit eux-mêmes la partie runtime, ont embarqué leurs propres dépendances. Et du coup, voilà. La problématique derrière, c'est que le client prend la responsabilité de gérer ce runtime, ce n'est plus le nôtre. Donc, c'est à vous de gérer les patchs de sécurité. Bon, alors là, non, pour l'occasion, il n'y en avait plus, vu qu'il n'y avait plus de support. Mais c'est à vous de gérer les installations de dépendances, la gestion des dépendances et tout ça derrière. Encore plus, aujourd'hui, on a annoncé notre messe annuelle, le reInvent, qui habituellement se faisait à Las Vegas, mais aujourd'hui a été fait online. On a annoncé le support côté Lambda de la conteneurisation. C'est-à-dire que, alors, c'est pas une différente forme de Lambda, c'est juste que au lieu de packager ça avant, packager le code dans un zip, aujourd'hui, en fait, on va pouvoir le packager dans une image Docker. L'objectif, c'est de faciliter et de permettre aux entreprises qui étaient déjà au même avec des pipelines CI/CD de construction d'une image Docker, de réintégrer les mêmes pipelines de construction d'image Docker pour embarquer leur code Lambda dedans. Donc, qui dit Lambda, vous êtes totalement capable aujourd'hui de partir d'une image, le from d'une image purement AWS avec un runtime managé, ou alors de partir d'une image Java basique, Python basique, et de réinstaller les dépendances et les dépendances nécessaires à la bonne exécution de Lambda, et d'installer toutes les autres packages que vous voulez sur votre image Docker. Par contre, c'est à vous de la sécuriser, et c'est à vous de garantir la mise à jour et l'évolution. Autre problématique, c'est les dépendances. Et là, je suis désolé, alors je suis développeur Node.js, donc je vais m'auto-troller, mais je pense que tout développeur Node.js a eu l'expérience du fameux Node module. Et le cas le plus aberrant, c'était quand, en fait, on s'est rendu compte, alors je ne sais plus, il y a combien de temps, il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, où en fait, il y a un projet qui a pris fin, qui était un petit projet fait par un contributeur sur son GitHub, mais en fait, énormément de projets dépendaient de ça. Et il faut savoir qu'avec les Node modules et Node.js, c'est que quand vous allez juste emporter une petite librairie, même officielle, qui est là pour faire du formatage de date et vous donner la capacité de faire du time zone, etc., ça se trouve derrière, elle va tirer 200 dépendances, qui elles-mêmes vont tirer 200 dépendances, qui elles-mêmes vont tirer 200 dépendances, et vous allez vous retrouver avec un arbre de dépendances sans, au final, forcément les maîtriser. Et les plus grandes problématiques ici, c'est comment est-ce que vous garantissez la sécurité de ces dépendances. Et on s'est bien sûr aperçu que ces dépendances n'étaient pas sécurisées, qu'elles certaines embarquaient énormément de failles de sécurité. Et aujourd'hui, même ça se voit, c'est que tous les constructeurs de pipeline CI/CD, donc en plus GitHub aujourd'hui, quand vous créez un projet GitHub via du Node.js,
vous avez le security bot qui vous spam, je dirais même, qui vous spam en permanence parce que il y a des nouvelles failles de sécurité qui sont découvertes dans des dépendances de dépendances de dépendances. Et en tout cas, aujourd'hui, on vous est notifié en permanence que certaines dépendances ne sont pas sécurisées. Donc attention, c'est de votre responsabilité de gérer ces dépendances. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors, je vous conseille soit de passer par des tiers directement dans vos phases d'intégration et de déploiement continu, c'est-à-dire qu'après avoir construit, pourquoi pas avoir, même avant d'exécuter les tests, passer par une phase de validation de vos dépendances. Alors, peu importe le moyen, il y a aujourd'hui des outils tiers comme Sync, SYNK, qui existent, qui vous permettent de s'interfacer directement, qui proposent des plugins côté Jenkins, ou peu importe l'outil de CI que vous avez, et vous permet de faire des scans de vulnérabilité directement de votre code et de vos dépendances. Un autre outil, c'est que nous, côté AWS, on a ce qu'on appelle AWS Code Guru, qui est pareil, qui va vous permettre de faire des scans aussi de vulnérabilité de certains langages. Alors Python, Java aujourd'hui, et j'espère un jour qu'on pourra tous les adresser. Mais voilà, pensez-y, c'est de votre responsabilité d'attribuer ça. C'est pas parce que vous êtes sur AWS et sur Lambda qu'aujourd'hui vos dépendances ne sont pas à risque et qu'on ne peut pas les exploiter. Quelques patterns d'architecture. Alors, et quelques vulnérabilités qu'on voit. Alors, tout à l'heure, je parlais d'un front statique. Alors, on parle de JavaScript. Donc, qu'est-ce qui peut m'arriver à mon front-end? Alors, on va parler déjà de DDoS. Alors, on l'a vu, c'était plutôt le boom il y a quelques années, de tout ce qui était attaque DDoS. L'attaque DDoS a deux principes. Enfin, un principe, c'est d'envoyer énormément d'informations. Mais après, il y a deux façons de réagir à cette attaque DDoS. Soit je suis dans une architecture qui est limitée, c'est-à-dire pas forcément élastique, et dans ce cas, je vais entraîner une panne de mon service. Soit je suis dans une architecture élastique, c'est-à-dire que je peux traiter la demande de façon infinie, je le mettrai entre guillemets. Et du coup, derrière, en fait, mon service ne va pas tomber, mais va me générer énormément de coûts sur ma facture en fin de mois. Et ce n'est pas quelque chose non plus que je veux parce que ça va aussi m'impacter. Après, bon, on est sur des applications JavaScript, donc on est aussi sur des failles cross-site scripting, donc les failles XSS, où on va pouvoir exploiter les fonctionnalités de JavaScript pour généralement récupérer les valeurs des cookies et derrière les stocker sur un site pirate qui pourra derrière les exploiter et simuler la phase d'authentification. Au niveau de mon API Gateway, donc pareil, donc pas que le front-end, on va aussi pouvoir surcharger l'API, le back-end, avec une attaque DDoS. Là, autre faille et problème, je dirais, pour de nombreux développeurs, qui ont déjà été soumis à ça, on a la partie Corse. Alors Corse, pour faire très simple, en fait, c'est juste un bridage qu'on a au niveau de nos navigateurs qui permet de dire, en fait, maîtriser, en gros, qui peut invoquer notre API en termes de domaine. Exemple, j'ai le steve.com et j'ai une API en steve.com/API. Je vais possiblement uniquement autoriser le domaine steve.com à consommer mon API et pas le étoile, c'est-à-dire pas toute la toile qui pourra consommer à outrance mon API et du moins possiblement rediriger sur des sites pirates qui auront le même look que mon site web, sauf qu'ils vont faire des comportements différents, qui vont générer la phase de login, mais derrière vont pouvoir écrire de la donnée de façon compromettante. Ensuite, quand on va passer au niveau de notre code, on va pouvoir faire du SQL injection. C'est pas parce qu'on est sur AWS qu'aujourd'hui, surtout si on utilise des bases de données de type RDS, donc MySQL, Postgre, c'est pas parce qu'on utilise une base de données managée qu'on est à l'abri des SQL injections. Aujourd'hui, si on utilise du Java, qu'on n'utilise aucune librairie ou dépendance qui va nous aider à gérer notre connexion, notre SQL statement sur RDS, et qu'on a un développeur qui fait tout simplement de l'insertion de variables directement dans une requête SQL, si derrière vous n'avez pas de validation des inputs, vous aurez une faille SQL injection. Et c'est pas parce que vous êtes sur AWS, si vous ne mettez pas de garde-fou, aujourd'hui, quelqu'un qui envoie des données erronées sur votre API pourra exploiter la même faille et pourra du coup corrompre ou exploiter votre base de données. Et au niveau de la donnée, alors là, c'est là où généralement c'est encore plus critique parce que c'est l'hébergement de vos données d'entreprise. Et donc, c'est la fuite de données. C'est toujours la problématique de la fuite de données. Comment nous prémunir de cette fuite de données? Alors, comment arriver à mettre des blocages? Je vous en parlais tout à l'heure, la partie WAF, Firewall applicatif, va vous permettre de mettre en place des règles. Et ces règles vont vous permettre de vous protéger des failles DDoS, des failles XSS, du Corse, des SQL injection, etc. Comme je vous disais, c'est un firewall qui s'applique à la couche 7. Donc, il peut en tout cas aujourd'hui interpréter tout ce qui est contenu dans le body, donc tout ce qui est payload, quand c'est envoyé, quand vous faites une requête post ou put par exemple.
Et ici, par exemple, on va pouvoir mettre en place des règles très facilement. C'est des règles managées. Vous n'avez pas tout à développer, à configurer des expressions régulières ou autres, passer des heures là-dessus. C'est vous choisissez la règle que vous voulez. Vous mettez, si jamais en fait cette règle, si une personne est dans le cas d'application de la règle, est-ce que vous voulez l'autoriser ou la bloquer? Et voilà. Ici, par exemple, j'ai 4 règles au niveau de mon firewall applicatif. La première règle, c'est je veux restreindre, d'accord? Même si j'ai déployé possiblement mon API Gateway global au travers le monde, je veux uniquement restreindre que mes utilisateurs vont se connecter à mon API, mais uniquement des utilisateurs venant des US. Alors, je ne vous parle pas si jamais ils utilisent des réseaux pirates ou des VPN ou autres, mais à minima, aujourd'hui, je vais restreindre à l'utilisation de mon API par la région US. Donc, dès qu'on vient des US, on va autoriser la requête. Par contre, la faille XSS, donc c'est-à-dire, en gros, nous, dans nos règles managers, on va embarquer des expressions régulières, voire pourquoi pas même des fois du machine learning pour détecter que dans le contenu JSON qui avait poussé, il y a en fait à un moment donné du code JavaScript, peu importe le contenu qui était formalisé, hein, les gens ils vont pas juste faire un console.log dans le body de votre poste. Alors, des fois, il y a des façons en fait de contrer certaines regex pour dire tiens, en fait, on va le passer en base64 ou autre et pouvoir être interprété derrière. Vous mettez cette règle, dès qu'on aperçoit qu'il y a du XSS, on bloque la requête. Aujourd'hui, si jamais vous attendez pas à recevoir un contenu qui fasse plus qu'1 kilo, qui est déjà pas mal dans votre poste, vous pouvez mettre aussi un blocage pour dire si à un moment donné, il y a quelqu'un qui essaie de nous envoyer 10 mégas, possiblement qui va générer en gros derrière un gros bug, en fait 10 mégas, c'est pas normal. Donc, aujourd'hui, je limite la taille de mes payloads à 1 kilo et tout ce qui est au-dessus de 1 kilobit, je bloque. Pareil, SQL injection, je vais détecter que ce soit dans les chemins d'URL ou dans le body, s'il y a du SQL injection, s'il y en a, je bloque. On va aussi pouvoir aller plus loin, même si demain vous avez une velléité d'aller vers du whitelist d'adresse IP, ou même du blacklist. Je détecte que j'ai un DDoS qui vient d'uniquement une adresse IP, et je vais prendre cette adresse IP. En tout cas, nous, côté firewall applicatif, on va pouvoir détecter qu'il y a une surconsommation, que ça vient de cette IP. Et cette IP, vous allez pouvoir créer même de l'autoremédiation, c'est-à-dire créer une petite lambda, pourquoi pas, qui va ajouter automatiquement cette adresse IP dans votre blacklist. Et donc, votre firewall applicatif va automatiquement bloquer les appels venant de cette IP. Donc, vous pouvez être proactif vraiment là-dessus et créer surtout de l'automatisation pour éviter qu'une personne physique se dise « Ah tiens, attendez, j'ai reçu mon SMS. » Alors déjà, ça se trouve, je suis en pause repas, je n'ai pas regardé immédiatement, donc ça prend 10 minutes autant que je regarde mon SMS. J'ai un problème de sécurité, je dois me connecter, récupérer mes credentials, rajouter la bonne adresse IP, donc sans éviter l'erreur humaine, parce qu'on est des humains, on peut faire des erreurs, et blacklister. Donc tout ça, derrière, ça peut être un traitement de une demi-heure, 1 heure, pourquoi pas. Et du coup, pendant une demi-heure, 1 heure, la personne aura pu faire des actions possiblement non voulues. Donc attention à ça. Et l'automatisation, ça va en tout cas, nous, dans notre pilier d'excellence opérationnelle, c'est vraiment important. L'authentification. L'authentification, comment je gère qui a le droit de consommer mon API? Alors, je vous parlais de Cognito. Donc, Cognito est notre service de gestion d'utilisateurs. Alors, ce service va vous permettre de stocker les utilisateurs, bien évidemment, au sein du service, mais aussi de vous interfacer avec des social providers, par exemple Facebook, Apple, Amazon, Google, ou même tout simplement un fournisseur d'identité de type OpenID, Keycloak, ou via du SAML si vous avez d'autres fournisseurs comme la DFS ou autres, si vous le voulez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Cognito va vous permettre d'interfacer ça, c'est-à-dire qu'au moment où un utilisateur va créer son compte ou s'identifier, il sera redirigé sur ce fournisseur de service, rentrer son petit login mot de passe et être redirigé côté Cognito qui va récupérer les informations que vous voulez, exemple son profil utilisateur, son email, son adresse, etc., selon ce que vous avez défini. Derrière Cognito, de façon simple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va derrière vous fournir un token JWT. Et ce token JWT, en fait, on va pouvoir dire tout simplement API Gateway, OK, aujourd'hui mon tiers de confiance, c'est Cognito. Du coup, j'accepte des connexions uniquement venant d'utilisateurs authentifiés, donc qui ont un JWT venant de mon pool d'utilisateurs. Et une fois que j'ai ça, en fait, je vais pouvoir laisser passer. Alors, quand je parle de JWT, à l'époque, on parlait de Session ID côté Java. Je pense qu'on a très vite oublié les Session ID, la Hazelcast, etc., quoique encore utilisé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on veut du stateless, c'est-à-dire qu'on a un token qui peut vivre à part entière, on aura juste des tiers de confiance. Un token JWT, il possède un header qui définit à peu près de comment sera composé son payload. On a un payload avec toutes les informations de notre utilisateur. Et on a une signature pour garantir que ces informations-là sont exactes.
C'est-à-dire que ici, ça sera vraiment un échange de données entre des tiers de confiance. C'est-à-dire que là, les tiers seront API Gateway, Cognito. Et API Gateway, quand il va recevoir un JWT, en fait, il va valider avec Cognito et dis-moi, est-ce que c'est un bon token JWT que c'est? Et c'est bien toi qui l'as écrit. J'ai la confirmation, du coup, je peux dire, OK, ben, le JWT est bon, et je peux laisser passer ou non selon les règles qu'on veut mettre en place. Mais derrière, du coup, je vais pouvoir récupérer le payload et les informations et les transmettre à mon back-end pour les exploiter derrière. On envoie le token JWT et au niveau de l'API Gateway, on va pouvoir les exploiter. Alors, ici, donc, je parlais API Gateway Cognito. Si demain, vous utilisez un autre fournisseur d'identité qui fournit du JWT, mais qui n'est pas Cognito, bah, vous avez très bien aussi la capacité de dire, bah, tiens, je veux créer un custom authorizer, c'est-à-dire, OK, c'est pas Cognito, mais je vais moi-même, en tout cas, capter le message, valider le token JWT. Alors, en custom authorizer, aujourd'hui, API Gateway, il a plusieurs modes de fonctionnement, le REST API et le HTTP API. HTTP API, en gros, REST API, c'est la version un peu Gold, Platinum, avec tous les services embarqués, y compris la partie monétisation. Le HTTP API, c'est la version un peu plus light, moins chère, pour faire uniquement de l'HTTP. Au niveau de l'HTTP API, vous pouvez vous connecter avec des fournisseurs JWT externes où vous aurez à configurer tout ce qui est issuer, etc., qui va permettre en gros dynamiquement de dire bah, tiens, tel token JWT, je vais pouvoir valider sa provenance avec tel issuer. Vous avez aussi la capacité de créer une fonction lambda qui va recevoir un token JWT ou même tout autre moyen d'authentification que vous voulez. C'est vous qui allez garantir la phase d'authentification. Donc, peu importe le contenu, en gros, des headers ou autres, c'est vous qui validez ça. Et dites en gros derrière sur l'authorizer, oui, non, il a le droit ou il les refuse. Bien évidemment, sur l'authorizer, en fait, vous n'avez pas à chaque appel à l'API passer par la lambda authorizer. Derrière, il y a un système de cache aussi pour permettre d'avoir déjà des performances accrues, aussi surtout une facturation à montrer. Quand on parle de vulnérabilité, généralement, avant, à l'époque, on parlait d'OWASP, qui était une communauté open source qui a édité un top 10 des principaux risques de sécurité sur Internet. Aujourd'hui, ce top 10 a été revu et modifié pour s'adapter au monde du serverless. Alors, je ne vais pas creuser tous les détails, tous les 10 levels. Je vous invite aujourd'hui, c'est même PureSec qui en a refait un. Ils ont même écrit un livre blanc là-dessus qui est très bien fait. Je vous conseille de regarder, c'est très intéressant. Et pareil, là aujourd'hui, on n'est pas lié à un seul fournisseur de cloud. Aujourd'hui, tous les principes que j'ai parlé, c'est des principes généraux, compute, API Gateway, gestion d'utilisateurs, base de données. Ces principes s'appliquent à tous les services. Un petit exemple quand même, avant de partir, il nous reste 2 minutes, je vais aller vite. Regardez le code source. Si on regarde ce petit code source, alors c'est pareil, c'est du JS, on a une petite fonctionnalité ici qui est le eval. Donc ici, on reçoit un événement venant d'une source sûre, qui est le service Amazon S3, qui est une source Amazon. Donc on se dit, OK, le message, il est bien. OK, j'ai pas de doute sur la provenance du message. Le message, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie un chemin pour dire, OK, ça se trouve, j'ai un nouveau document qui a été créé dans mon espace de stockage, donc à tel chemin, sur tel bucket. Ma fonction, elle va possiblement lire tout simplement le contenu de cet objet et exécuter une commande. Donc avec la commande eval, ça permet d'exécuter une commande, ce qu'il y a dans le string. Là, derrière, en fait, j'ai jamais validé de quoi était composé mon document. Si demain, j'ai un pirate qui met une jolie regex, comme ça, donc il met un document, un contenu JSON, et il rajoute le petit plus require, child process, il fait un exec unm-a, derrière la commande eval, elle va tout de même l'exécuter, et du coup, elle va tout simplement, possiblement, retourner, ou même si on va aller plus loin, retourner la valeur de ce unm-a, donc récupérer des informations. On peut très bien ici afficher les informations liées aux variables d'environnement, et donc si vous les avez passées en clair, récupérez les credentials de votre base de données. Donc voilà, aujourd'hui, c'est de votre responsabilité de mitiger ça. Pour le petit mot de la fin, il nous reste moins d'1 minute, c'est top. Alors désolé Guillaume, j'aurais peut-être pas le temps, ou si tu restes un peu, on pourra traiter la question sur le Slack, sur le Track2. Mais le petit mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on utilise des technologies serverless 100% managées. Alors oui, vous avez moins de responsabilités, mais c'est pas pour autant que vous en avez plus du tout. Aujourd'hui, les approches sont différentes, les outils sont différents, mais le modèle de menace reste le même au niveau de votre application. Aujourd'hui, je le rappellerai toujours, la partie serverless, l'écosystème serverless, c'est des briques d'infrastructure et non des patterns d'architecture. Voilà, pour le petit mot de la fin, AWS Community Day, le 30 mars, c'est une journée gratuite aussi. C'est une journée totalement gratuite avec plein de témoignages de clients
le petit lien pour le feedback dans le chat, si vous pouvez le laisser, ça prend, ça prend 5 secondes et je suis toujours preneur de feedback, ça permet de s'améliorer. Le petit lien en haut, bon, vous l'avez aussi sur le QR code du haut, mais joignez-nous sur la AWS Community Day. C'est tous les meet-up AWS de France qui se sont réunis pour vous proposer une journée avec des retours d'expérience client. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Il est pile poil 16h. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que vous resterez en bonne santé et vous prendrez soin de vous. Merci beaucoup et bonne journée, bonne conférence. Merci, merci.